Bonjour à toutes et à tous et donc très heureux de pouvoir faire cette présentation, ce webinaire avec Eurostudio, notre partenaire. Donc, je m'appelle Emmanuel Di Giacomo, donc je suis responsable du développement des écosystèmes BIM pour l'Europe chez Autodesk et je suis architecte de formation. Donc, nous allons faire un tour d'horizon autour de la transformation de l'industrie de la construction, donc aussi bien les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction, et on va voir toutes les tendances qui sont actuellement en train de modifier, de changer la donne et qui ont un impact sur la manière dont on conçoit et on construit les bâtiments, les infrastructures et aussi les villes de demain. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Autodesk, Autodesk, c'est une société qui a été fondée en 1982. On a à peu près 10 000 employés dans le monde. On fait à peu près 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et on est, comment dire, entre autres, développeur de solutions logicielles pour les secteurs de l'architecture, l'ingénierie et la construction. On a à peu près 18 millions d'utilisateurs. Le secteur de l'architecture, l'ingénierie, la construction, ça représente à peu près plus de 60% de notre activité. Mais nous sommes aussi très présents dans le domaine des infrastructures, dans un domaine qu'on ne connaît pas forcément pour Autodesk, qui est le secteur du média et du divertissement. Donc typiquement, tous les films que vous pouvez voir au cinéma ou à la télé, la plupart du temps sont réalisés au niveau des effets spéciaux avec nos solutions. Et on développe aussi des solutions pour tout ce qui touche au domaine des jeux vidéo. Et bien entendu, Autodesk est très connu aussi pour sa solution AutoCAD. Alors, nous vivons dans un monde qui est en plein bouleversement. Actuellement, on est à peu près 7,5 milliards de personnes sur la planète, dont à peu près 3,5 milliards qui vivent dans les villes. On sait que la population est en très forte croissance et on sait que d'ici 2050, on aura à peu près 10 milliards de personnes sur la planète, dont 7 milliards qui seront regroupés dans les villes. Et ces personnes seront en majorité de la classe moyenne. Et donc, ça veut dire clairement qu'il faudra pouvoir construire des villes, des infrastructures qui seront capables d'héberger toutes ces personnes, mais qui aussi répondront aux besoins de ces personnes, puisque ce sont des personnes de la classe moyenne, et donc ils ont des attentes qui sont quand même assez élevées, puisqu'ils sont au courant justement de toutes les nouvelles technologies et de tout le bien-être que peuvent leur apporter ces nouvelles technologies. Ça veut dire aussi que on parle beaucoup de développement durable actuellement. Ça veut dire aussi qu'il va falloir absolument économiser les ressources de la planète et construire de meilleures manières, puisqu'on sait que le bâtiment n'est pas forcément le secteur le plus vertueux. Alors nous, on a travaillé avec une société qui fait des enquêtes au niveau mondial. Et il est ressorti de cette enquête que justement pour pouvoir loger ces 10 milliards d'habitants à terme, il faudrait construire à peu près l'équivalent de 13 000 bâtiments par jour, ce qui est énorme. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on revoie la manière dont on conçoit et on construit ces bâtiments et ensuite dont on les gère, bien entendu. Et on sait aussi qu'en termes d'infrastructure, pour pouvoir, comment dire, amener les personnes vers ces villes ou vers ces futurs centres urbains, il va falloir construire des routes, des autoroutes, des ponts, etc. Et le nombre de routes qu'on devrait construire d'ici à 2050 représente à peu près 30 fois le tour de la Terre par an, ce qui est gigantesque. Donc il va falloir absolument, là aussi, s'appuyer sur de nouvelles approches, de nouvelles technologies pour pouvoir y arriver. Alors par ailleurs, il y a un certain nombre
de contraintes aussi hein, qui sont liées à toutes les problématiques écologiques actuelles. On voit au quotidien des catastrophes dans certains pays, etc. On sait notamment qu'on a 4 trilliards l'équivalent de 4 trilliards de dollars d'infrastructures qui sont à risque, hein, que ce soit des ponts, encore une fois, des ponts, des routes, des bâtiments, des écoles, etc., des stades qui ne sont plus en bon état ou alors qui sont situés dans des zones difficiles. On sait aussi qu'il y a un risque qu'à peu près 5 milliards de personnes manquent d'eau dans les années à venir. Donc ça veut dire qu'il va falloir imaginer comment approvisionner, comment amener de l'eau et des ressources, bien entendu, potables pour la population. Et on sait aussi que 90% des régions côtières sont à risque, notamment à cause de tsunamis ou d'inondations, etc. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on ait des solutions qui soient viables pour la population. Alors, ce qui est évident, c'est que vu le nombre de populations qui va arriver dans les années à venir, il va falloir qu'on fasse évidemment plus, hein, 13 000 bâtiments par jour. Il va falloir absolument pouvoir produire, et on sait qu'on a une problématique de productivité dans le domaine de la construction. On sait aussi qu'on va être obligé de faire avec moins, ça c'est une réalité, puisque les ressources de la planète s'amenuisent. On sait qu'on a de véritables problématiques comment dire, de pollution. On sait que les ressources, vu on les utilise de plus en plus justement pour construire notamment des bâtiments ou construire des batteries pour les véhicules, il va falloir être de plus en plus économe et faire tout cela avec parcimonie. Donc ça, c'est une vraie réalité, hein, la diminution des ressources de la planète. On a vu aussi qu'il y aurait une diminution au niveau de l'eau. On a aussi une problématique, c'est que la population vieillissant, notamment dans le secteur de la construction, on sait qu'on a à peu près 20% de départs à la retraite qui sont prévus dans les années à venir. Et on sait que notamment, par exemple, aux États-Unis, même si nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Europe, à peu près 50% des travailleurs dans le domaine de la construction, des ouvriers, vont partir à la retraite dans les années qui vont venir. Ça veut dire qu'on aura un vrai problème de ressources en termes de personnes pour pouvoir construire et fabriquer, on le verra là, dans la suite de la présentation, et fabriquer les bâtiments de demain et les infrastructures. Autre problématique, on sait que le bâtiment enfin, génère 40% de l'empreinte carbone sur la planète Terre, ce qui est énorme. On sait aussi qu'il consomme à peu près 25% des ressources en eau, justement pour pouvoir construire en béton, fabriquer, etc. Et enfin, on sait que le bâtiment génère à peu près 30% des déchets qui sont produits sur la planète. Donc vous voyez que le bâtiment est vraiment un centre de pollution évident. Donc il faut absolument trouver une manière d'optimiser tout cela et de réduire toutes ces déperditions. Autre problématique liée au secteur du bâtiment, les études qui ont été faites depuis à peu près une cinquantaine d'années montrent que le bâtiment est l'un des seuls secteurs où on n'a pas eu d'augmentation de la productivité, contrairement notamment au secteur de l'industrie manufacturière, donc c'est la courbe bleue que vous voyez tout en haut, où on a eu une augmentation constante de la productivité de ce secteur. Là, on a quelque chose qui est à peu près une étude qui est sur une vingtaine d'années, mais on sait que même sur 50 ans, si on revient 50 ans en arrière, on est sur les mêmes problématiques. Et ça, c'est aussi directement lié au niveau d'investissement en numérique dans le secteur justement du bâtiment. Donc le niveau d'investissement, on le connaît, hein, il est le bâtiment, c'est l'avant-dernier secteur juste avant l'agriculture et la pêche en termes d'investissement numérique. Et du coup, il s'en ressent une productivité qui n'a pas du tout évolué. Si on ajoute à cela les problématiques de personnes qui vont partir à la retraite, le fait que les jeunes générations ne s'intéressent pas au bâtiment parce que c'est difficile, parce que c'est pas bien payé, parce que c'est pas un secteur particulièrement sexy où on n'utilise pas forcément de nouvelles technologies, ça n'attire pas forcément. Donc il va falloir trouver de nouvelles manières de construire pour demain.
Mais malgré tout, vous qui êtes pour la plupart professionnels dans le secteur du bâtiment, de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction, c'est quand même une opportunité. Ça veut dire qu'on peut faire mieux. Ça veut dire qu'il y a une place immense pour l'optimisation de vos, finalement, de vos méthodes de travail, de vos méthodes de production, de vos méthodes de construction. Donc on sait malgré tout que c'est une opportunité. Ce seront des projets que vous pourrez construire, etc. Mais pour ça, bien entendu, il faut s'améliorer. Alors pour s'améliorer, il faut aussi comprendre et regarder des décennies en arrière. On ne va pas revenir jusqu'à la Renaissance, mais on aurait pu, pour voir l'évolution finalement du mode de construction des bâtiments. On sait que dans les années 80, on a eu le passage de la table à dessin à l'ordinateur, avec notamment des solutions comme AutoCAD, qui ont permis de démocratiser, premièrement, l'accès au numérique, puisqu'à cette époque-là, on avait déjà des technologies 3D qui fonctionnaient sur plateforme macOS, mais malheureusement, c'était extrêmement cher, hein. Une station de travail, c'était un ensemble, c'était à peu près 150 000 francs de l'époque, donc c'était pas adapté à tout le monde. L'avènement du PC et de solutions comme AutoCAD a vraiment permis de démocratiser. Mais par contre, c'était pas du tout intelligent, puisque c'était simplement la reproduction de ce qu'on faisait sur la table à dessin, mais de manière digitale. Mais ça a été un premier pas qui a été franchi. Dans les années comment dire, 2000, on a eu l'avènement du BIM, ce que certains appelaient à l'époque la maquette numérique. Autodesk, au travers d'une solution comme Revit que nous avions racheté justement en 2002, a commencé à démocratiser justement l'accès au BIM pour tous les professionnels de la construction. Ensuite, nous, on a commencé à travailler sur de nouveaux concepts, le concept du BIM connecté. Le BIM connecté, c'est quoi? C'est simplement le BIM, donc Building Information Modeling, qui est un processus collaboratif depuis les premières phases du projet, depuis les premières esquisses, en passant par la conception, la construction jusqu'à la gestion et la maintenance, et qui permet à tous les acteurs du projet de travailler en même temps de manière coordonnée et pluridisciplinaire. Et nous, ce qu'on a considéré, c'est qu'il était intéressant d'apporter comment dire, une amélioration supplémentaire, une évolution avec le BIM connecté. Donc en gros, c'est le BIM plus la puissance du cloud, c'est-à-dire c'est cette capacité qu'on va avoir par exemple à faire des simulations, des calculs de performance énergétique, structurelle ou de visualisation dans le cloud et du coup libérer votre machine pour que vous puissiez continuer à travailler. Mais c'est surtout vous donner accès à un niveau de puissance que vous n'auriez pas sur un ordinateur de bureau. Et là, actuellement, nous, on est en train de réfléchir et d'investir et de développer des solutions qu'on classe dans le domaine du future of making, c'est-à-dire le futur de la fabrication. Puisque vous verrez que maintenant, il faut considérer que les bâtiments, ben, on va plus quelque part les construire de manière traditionnelle, il faut absolument revoir la manière dont on les produit et notamment les fabriquer. Et alors, comment justement est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre environnement avec toutes ces problématiques de développement durable, etc. Il faut absolument revoir la manière dont on travaille. Donc, le travail, bon, vous le voyez avec la pandémie de Covid-19, on a vu clairement que la manière de travailler devait absolument évoluer, puisque maintenant, travailler à distance, c'est devenu une absolue nécessité. C'est même une question de survie, hein. Nous, on l'a vu au niveau des statistiques de l'utilisation de plateformes collaboratives, elles ont littéralement explosé. Parce que si on ne peut pas travailler de manière numérique et à distance, ça veut dire que potentiellement on met notre entreprise en péril. Et enfin, vous verrez que toutes les approches qu'on connaît hein, depuis même plus de, on va dire depuis plus de 70 ans, hein, parce que quand on parle par exemple de préfabrication ou de modulaire, ben, c'est des concepts qui commençaient à émerger déjà dans les années 40 pour répondre à certains besoins. Alors, justement, toutes ces nouvelles manières de concevoir et de produire, hein, elles sont hyper importantes et on va s'appuyer aussi sur plein d'autres tendances qui sont très importantes à l'heure actuelle. On parle beaucoup d'Internet des objets qui permettent de savoir à n'importe quel moment si son réfrigérateur est plein. On a des montres connectées qui nous permettent de connaître notre état de santé, qui nous permettent de nous diriger dans une ville pour aller d'un point A vers un point B. On pourrait justement, grâce à ces données,
être capable de savoir en temps réel quel est l'état de trafic dans une ville, où est-ce qu'on va pouvoir se garer, etc. Quels espaces sont libres à l'intérieur d'un bâtiment, est-ce que je peux m'y rendre, comment je m'y rends, s'il y a une catastrophe, comment est-ce que je peux sortir du bâtiment et aller vers le point le plus sûr. Et bien entendu, comment est-ce qu'on va pouvoir concevoir des bâtiments qui vont être beaucoup plus respectueux de leur environnement. Ça, c'est ce que tout ça, ça va générer un montant un niveau de données, une quantité de données gigantesque, hein, c'est ce qu'on appelle le big data. Et il faut savoir que les données, donc quand on reprend le terme de BIM, Building Information Modeling, les informations, donc les données, c'est devenu la clé actuellement. Et notamment nos confrères britanniques, eux, ils parlent de data for the public good, c'est-à-dire les données pour le bien public. C'est pas créer de la donnée à partir de nos processus BIM pour le plaisir, c'est créer de la donnée pour le bien public, c'est-à-dire pour les utilisateurs finaux, mais aussi pour vous, pour générer de la valeur ajoutée. Alors, créer de la donnée, ça commence déjà aussi par cette notion de jumeau numérique. Donc là, vous voyez un jumeau numérique de bâtiment avec justement des capteurs et des senseurs qui indiquent les niveaux de température à l'intérieur d'un bâtiment, l'utilisation d'énergie, etc. Vous voyez cette porte qui clignote. Cette porte qui clignote elle-même est un objet connecté. On aura de plus en plus d'objets connectés hein, à l'avenir. Et cet objet connecté, vous voyez, d'ailleurs, c'est une porte qui a été conçue par un Français qui est basé aux États-Unis, hein, qui a créé une start-up. Cette porte, c'est une porte intelligente qui contient des capteurs de présence de personnes, de température, de bruit, etc. C'est une porte complètement configurable dans laquelle on va pouvoir intégrer des racks qui utilisent l'intelligence artificielle pour savoir justement combien de personnes vont passer à l'intérieur. S'il y a eu une contamination, quelle qu'elle soit, dans le bâtiment, on pourra y intégrer des ordinateurs, une porte pour un chat, des modules IoT. Et tout cela, ça pourrait se connecter justement aux jumeaux numériques dont on parlait tout à l'heure à l'intérieur du bâtiment, de manière à pouvoir servir, comment dire, de capteurs. Et c'est des configurations qui sont vraiment illimitées. Donc cette porte avec ces capteurs servira de hub à l'intérieur du bâtiment et on pourra savoir à n'importe quel moment si on a des problématiques, par exemple de chute de température à l'intérieur d'une pièce. On pourrait aussi savoir comment évacuer éventuellement le bâtiment en cas d'urgence, etc. Donc, on est vraiment dans le monde de demain où le BIM et l'Internet des objets sont complètement en train de converger les uns avec les autres. Donc, vous voyez, on a des valeurs de température, d'utilisation d'électricité, et on peut imaginer aller encore plus loin. Mais au-delà des États-Unis, hein, ce type de choses, c'est en train de se passer aussi en France. Donc, Schneider Electric, hein, on a collaboré au niveau d'Autodesk avec eux et on a décidé avec eux d'aller plus loin que ce que finalement le BIM permettait et en faisant converger BIM et Internet des objets avec ce futur centre-là, ce centre névralgique de Schneider Electric qui se trouve à Grenoble, on a été capable justement, ce bâtiment qui peut paraître comme ça assez classique, on en a fait véritablement un prototype qui permet, donc, en récupérant les maquettes pluridisciplinaires BIM du bâtiment, de naviguer à l'intérieur du bâtiment, comment dire, de monitorer en temps réel la présence des personnes, de savoir comment aller chercher un endroit particulier, par exemple un tableau électrique, vous voyez ici les différentes maquettes pluridisciplinaires, CVC, électricité, plomberie, etc. On pourrait monitorer n'importe quel type de choses. Là, par exemple, on est sur un plateau de bureau en flex où vous voyez la présence des personnes de manière anonymisée. Donc, on a des senseurs qui nous indiquent ce que font les personnes, s'ils utilisent de l'énergie, s'il faut couper justement le chauffage dans une pièce parce qu'elle n'est pas utilisée. Donc, ce bâtiment va devenir autonome, intelligent et il va s'adapter en fonction de la situation. Il y a aussi toute une notion de prédictif où on pourrait imaginer à quel moment on va devoir remplacer des ampoules, remplir des extincteurs, etc. Donc on peut aller très très loin.
Toujours dans ce domaine de la convergence du BIM et de l'Internet des objets, on a travaillé avec MX3D qui a imprimé d'ailleurs ce pont en acier inoxydable en 3D et on s'est dit ben, comment est-ce qu'on pourrait mettre des capteurs qui pourraient nous permettre d'obtenir un certain nombre d'informations. Donc vous voyez ici la présence des capteurs, vous avez des senseurs, des inclinomètres, des capteurs comment dire, qui monitorent la présence de personnes, la déformation, etc. du pont. Et on a comment dire, connecté cela en temps réel avec une maquette, un jumeau numérique du bâtiment que vous voyez sur l'iPad. Et là, vous voyez la personne faire signe avec sa main. On la voit sur le pont et on peut en temps réel voir justement les squelettes qui se promènent sur le pont, voir les déformations que subit éventuellement ce pont, les contraintes qu'il va subir, etc. Donc vous imaginez bien les applications possibles, hein. Si on avait eu la chance d'avoir ce type d'application pour le pont de Gênes, on aurait pu anticiper les déformations, etc. qu'on a eues et malheureusement la catastrophe, on aurait pu peut-être l'anticiper, éviter qu'elle se passe. Alors, donc vous avez vu que finalement BIM et IoT c'est vraiment intéressant, mais ce que je disais tout à l'heure c'est que pour pouvoir répondre à la demande de ces fameux 13 000 bâtiments par jour, il faut absolument trouver d'autres manières de produire. Et il faut s'inspirer notamment du domaine de l'industrie manufacturière qui utilise notamment la robotique. Et la robotique c'est absolument pas là pour remplacer les hommes, c'est là il faut considérer cela comme une aide positive à l'être humain. Donc on va fabriquer, du coup on va avoir un impact moindre sur l'environnement, on aura une efficacité et finalement cette robotique aussi va s'appuyer sur les données des modèles BIM. Alors, on sait que les architectes aiment bien faire des objets uniques, mais pour pouvoir optimiser et pouvoir faire du modulaire et du préfa, il faut absolument optimiser. Donc ça, c'est un projet d'hôpital dans le nord de l'Europe et sur ce projet d'hôpital, on avait à peu près une vingtaine ou une trentaine de modules différents et grâce à l'approche DFMA, c'est-à-dire Design for Manufacturing and Assembly, qui est une approche qui est utilisée dans le domaine de l'industrie manufacturière et de l'automobile, on a été capable d'optimiser les modules de manière à, pour ceux qui sont extrêmement proches, les ramener de plus de 20 à 30 modules à peu près 5 ou 6 modules similaires. Ce qui a permis ensuite d'optimiser la conception du bâtiment et donc vous voyez de se retrouver avec 5 ou 6 modules que du coup on peut produire parce que si on a 20 ou 30 modules différents, bien évidemment c'est pas possible d'industrialiser le processus de construction. Une fois qu'on a fait cette opération-là, grâce notamment à l'intelligence artificielle ou au generative design, on peut s'intéresser au développement des modules à proprement parler. Et ces modules, on peut travailler au niveau des objets qui constituent le module et on va être capable de définir comment il sera construit, de combien de pièces il sera constitué, combien de boulons, d'écrous, de vis, de façades, etc. On peut complètement quantifier et on peut envoyer ça vers justement des machines-outils ou des robots, etc. et le produire en usine de manière à ensuite pouvoir le monter sur site. Alors, ce qui est important aussi hein, quand on conçoit, c'est la partie environnementale. Grâce au BIM, vous voyez qu'on va être capable, dès les phases esquisses, d'anticiper les performances énergétiques d'un bâtiment. Vous voyez à gauche le widget qui vous indique le coût annuel énergétique du bâtiment. On peut calculer, comme vous le voyez à l'écran, le facteur de lumière du jour, changer la conception de son projet pour l'optimiser, calculer le facteur de lumière électrique, l'impact du positionnement de lumière de sources lumineuses artificielles à l'intérieur du bâtiment. Et donc, on va maîtriser tous ces aspects. Aussi, ce qui est important, c'est la qualité qu'on va avoir à l'intérieur d'un bâtiment, la qualité des espaces et la qualité, on le voit notamment avec ce qu'on vit avec la Covid, eh bien, dans un hôpital, pouvoir anticiper où l'extraction d'air va se passer, où la pulsion d'air va se retrouver, si elle va se retrouver sur le visage du patient ou des médecins, là, ça a véritablement un sens.
Et donc, ces technologies qu'on appelle CFD, qui utilisent les modèles BIM, sont très importantes. Elles étaient déjà beaucoup utilisées aux États-Unis. Là, on voit que c'est de plus en plus utilisé en Europe aussi. Alors, notamment dans le contexte, encore une fois, Covid, nous, on travaille justement sur nos technologies, avec notamment InfraWorks, mais aussi d'autres technologies, à comprendre comment est-ce qu'on peut aider les maîtres d'ouvrage publics ou par exemple les aéroports ou les gares, comment arriver à faire voyager les gens par différents moyens de transport tout en gardant les distances de sécurité pour éviter justement la contamination, notamment en cas d'affluence élevée. Eh bien, nous, ce qu'on a justement développé, c'est des modules qui permettent d'anticiper les zones de sécurité et donc d'anticiper la distanciation physique entre les personnes de manière à pouvoir réguler le trafic comme il se doit à l'intérieur de ces structures. Donc on peut calculer aussi et obtenir des données alphanumériques qui vont nous permettre d'analyser les performances du réseau et simuler la mobilité à l'intérieur d'une infrastructure. On revient encore une fois sur cette notion d'industrialisation de la construction. Euh, En Finlande, vous avez des entreprises comme Neapo ici qui construisent carrément des ensembles complets de bâtiments dans des grands hangars. Et on se rend compte que justement, avec ces problématiques, encore une fois, de Covid, ça peut être intéressant de ce type d'approches qui sont à peu près les mêmes que dans le domaine de l'aviation, de construire dans des grands hangars ces bâtiments pour ensuite les sortir et les amener sur des barges de manière à ensuite venir les déposer directement sur le terrain. Alors si tout ça, ça s'inspire bien sûr de la robotique et de l'utilisation de process comme le lean manufacturing qui consiste à optimiser une chaîne de production, une chaîne de fabrication. Si on regarde les robots, finalement, dans les 30 dernières années, finalement, ils ont très peu évolué. Donc on peut imaginer totalement adapter ça au secteur de l'industrie de la construction. Alors nous, justement, je vous l'ai dit, on fait beaucoup de recherches et on essaye d'apprendre aux robots, au travers d'algorithmes d'intelligence artificielle, à reconnaître d'une part les briques, leur forme, leur dimension. On leur fait tester différents des milliers, voire des millions, comment dire, de possibilités. Et ensuite, on va apprendre à ces fameux robots à optimiser la pose de briques et à la construction, bien entendu, d'un bâtiment en leur ayant appris de manière intelligente comment faire ce type de choses à partir de modules définis. Alors, vous avez ici un robot poseur de briques. Alors, dans la réalité, un robot poseur de briques, ça peut poser, je crois, jusqu'à 800 briques. 800 briques. Et là, ce type de robot peut aller jusqu'à 1000 briques, bien entendu, en s'appuyant sur les données du BIM. Donc, il va, vous voyez, récupérer la partie mortier et ensuite, il va venir poser les éléments. Bien sûr, il y aura toujours besoin d'êtres humains, bien sûr, pour pouvoir ensuite faire les joints, mais aussi pour programmer les robots et puis pour s'assurer que tout se passe correctement. Alors pour pouvoir optimiser l'industrialisation de la construction, il faut mettre en place des chaînes de montage, etc. Mais il y a vraiment de gros avantages hein, parce qu'on sait que dans une usine, les risques d'accident sont 2,5 fois moins importants que sur un chantier. On sait qu'en termes de pollution, on a jusqu'à 90% de pollution en moins. L'empreinte carbone est bien entendu beaucoup plus faible. Les ouvriers travaillent en sécurité. Donc, il y a vraiment un intérêt à travailler sur ces process-là. Alors, encore une fois, si on regarde les robots poseurs de briques, là, on a cette société Fast Brick Robotics comment dire, en Australie qui a appris à ce robot poseur de briques, à partir d'un modèle BIM, à venir poser des briques de manière automatique. Ensuite, vous voyez que les ouvriers vont venir poser des choses comme les linteaux, etc. Autre chose, vous avez des entreprises, alors il y a Hilti hein, qui développe déjà des robots
Ils ont un robot qui s'appelle Jybot et qui récupère les données BIM d'un modèle Revit. Et là, vous avez ici l'exemple de Skanska, qui est une grande entreprise de construction suédoise, qui a développé ce robot qui perce en fait les trous pour les suspentes de VMC ou de canalisation, etc. Et ils sont capables de gagner 2 jours sur la pose de suspente. Et c'est surtout que c'est beaucoup plus agréable pour un ouvrier. C'est vraiment une aide positive. Vous avez Boston Dynamics aux États-Unis. Vous avez certainement dû voir peut-être cette image déjà, qui a développé ces chiens robots qui viennent faire de l'inspection sur le chantier. Alors ça, c'est intéressant notamment dans les zones qui sont polluées parce qu'il peut se déplacer avec une caméra, une GoPro, etc. Ou alors des scans laser. Il peut scanner au laser comment dire, toutes les pièces d'un chantier. Et ensuite, ces scans laser vont permettre comment dire, de faire une comparaison entre l'état d'avancement du chantier et comment dire, ce qu'il devrait être normalement. Vous avez Scale Robotics aussi, qui est une start-up qui est basée à Barcelone, qui a développé ce petit robot. Ce petit robot, il vient automatiquement scanner l'intérieur, enfin le chantier. Donc, il va collecter des données en l'espace de quelques minutes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ensuite, toutes ces données, ces photographies ou comment dire, ces scans laser vont être ensuite rapatriés dans un logiciel spécifique qui va permettre comment dire, de contrôler l'état d'avancement du chantier. Alors ça, c'est un autre exemple de chantier réel qui a eu lieu hein, de l'un des, comment dire, des sièges de l'une des plus grosses entreprises californiennes de téléphonie et d'ordinateurs que vous connaissez, assez innovantes, où là, le modulaire a été aussi utilisé pour optimiser le processus de construction du projet. Donc tout a été fait, tous ces modules ont été faits en usine, amenés par camion, etc. Ce qui a permis de diminuer les coûts, diminuer l'empreinte carbone et d'obtenir finalement une construction d'une extrême qualité. Donc on a pu bien entendu les monter par le biais de systèmes d'ascenseurs. Ils ont ensuite été assemblés sur site avec une précision effectivement extrême. Alors, les données du BIM, hein, vous voyez qu'elles sont très importantes pour comment dire, le modulaire, mais on va être aussi capable de les utiliser dans le cadre de la préfabrication, puisque là, vous voyez que ce robot va venir poser les aciers sur ces plaques, sur lesquelles ensuite il va couler, donc là ce sont des prémurs, couler la quantité de béton nécessaire. Et ensuite, on va même être capable de mettre des QR codes qui permettront d'emmener à l'endroit précis sur le chantier. Des sociétés comme Xtree sont assez en avance sur la partie impression 3D. L'impression 3D, hein, on en parle aussi régulièrement. Grâce à l'impression 3D, on va être capable de produire très rapidement et avec une extrême précision les bâtiments de demain. Alors, vous voyez qu'il y a une vraie, on voit de plus en plus une vraie inspiration dans le domaine de la construction par le secteur de l'automobile. Pourquoi c'est intéressant? Ben là, vous avez un exemple hein, de ce prototype de véhicule où il y a des capteurs qui sont sur la structure du bâtiment et en temps réel, on voit les déformations par le biais des colorisations des structures, on voit les déformations que subissent, comment dire, ces structures. Donc, il y a un vrai intérêt. L'intérêt aussi de l'utilisation du BIM et de l'Internet des objets, c'est de pouvoir monitorer la sécurité des ouvriers sur le chantier. Donc là, vous voyez, vous avez le chef de chantier qui définit les zones à risque sur le chantier. Là, vous avez une personne qui travaille sur le chantier qui a un gilet connecté et automatiquement, le chef de chantier va être informé des niveaux de comment dire d'alarme qu'il y a sur son chantier. Il va voir qu'une personne est rentrée dans la zone qu'il avait définie, qui est une zone périlleuse parce qu'il n'y a pas de garde-corps, ou alors cette personne a violé les barrières de sécurité. Et du coup, on va pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident qui soit dramatique. Donc ça, c'est intéressant. Voici une autre
une autre startup qui s'appelle smartvid.io qui s'appuie sur aussi des technologies Autodesk. Et là, vous avez, grâce à des lunettes HoloLens, vous avez une détection un peu à la mode Terminator qui se fait, où le système d'intelligence artificielle va chercher les personnes et va scanner pour voir s'ils ont comment dire, leurs équipements de protection individuelle. Il va indiquer par des systèmes de colorisation orange, rouge, vert, si potentiellement ils n'ont pas, par exemple, leurs chaussures de chantier ou leur casque ou leur gilet, etc. Donc ça va vraiment être intéressant pour la sécurité sur le chantier. Mais aussi ce système de réalité augmentée ou de réalité virtuelle va être intéressant. Donc là, vous voyez, c'est un chantier au Royaume-Uni parce que on va être capable d'anticiper ce qu'on va devoir construire sur le chantier. Donc, on va pouvoir s'assurer aussi que tout a été bien au niveau phasage, tout a été prévu avant. On pourra vérifier si les réservations avaient bien été réalisées sur, par exemple, les fondations ou les murs de soutènement ou les murs en infrastructure. Donc, on va pouvoir, grâce à ce type d'approche qui s'appuie encore une fois sur les données du BIM, anticiper la construction et s'assurer que les ouvriers vont pouvoir travailler en toute sécurité et en ayant les bonnes informations. On a parlé de sécurité. La sécurité, c'est pas uniquement sur le chantier, c'est aussi en cas de catastrophe. Ça va être si potentiellement on a besoin d'évacuer un bâtiment, on va pouvoir simuler le déplacement de personnes. Vous voyez que les zones qui sont les plus rouges, c'est les zones à problème où on va, en phase conception, pouvoir dire bah, à cet endroit-là, il faudra absolument prévoir une sortie plus importante. On pourrait simuler le comportement des personnes comme la panique, la peur, le leadership, etc. Donc ça va vraiment être très utile. On a commencé à le voir au début hein, avec cet exemple Schneider Electric. Voici un autre exemple d'un jumeau numérique où on est capable de monitorer en temps réel la température à l'intérieur d'un bâtiment, la consommation électrique de tous les équipements qui sont à l'intérieur du bâtiment. On pourrait aussi valider le taux d'humidité dans ce bâtiment, naviguer facilement d'un étage à un autre et par étage ensuite vérifier ce qui se passe au niveau de chacun des espaces. Donc là, vous voyez que les petits ronds verts, ça correspond à la position des capteurs et des senseurs. Donc on pourrait, pour chacun des capteurs et des senseurs, valider les choses. On a des positions de caméra prédéfinies. On pourra récupérer d'ailleurs des images de caméras en temps réel, de caméras qui seraient à l'intérieur, comment dire, du bâtiment. Et on pourrait naviguer et contrôler ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. C'est autant valable sur des bâtiments que sur, ben, vous voyez ici par exemple une station d'épuration ou de stockage de pétrole, etc., où en temps réel, on peut contrôler le type de matériaux qui sont utilisés sur ce jumeau numérique d'usine, l'état d'avancement de la fabrication de cette usine, le progrès, le niveau d'avancement, etc. Les disciplines qui sont impliquées, si c'est du CDC plomberie élect, si c'est du bâtiment gros œuvres pures. On pourrait aussi gérer l'entretien, la maintenance, pareil, d'une installation. Ici, on est dans une installation un peu pétrolière gaz, mais ça pourrait tout à fait s'appliquer au domaine du bâtiment. Donc, ce qui clignote en vert et en rouge, c'est un dysfonctionnement qui est indiqué, un incident. Donc, quand on va cliquer sur, par exemple, l'un de ces éléments-là, une pompe ici, par exemple, rouge. Donc, on va être capable d'afficher la donnée en temps réel, c'est de la donnée dynamique, et on va être capable de voir le détail de cette pompe pour voir ben, quel est le problème. Est-ce qu'il faut envoyer un ouvrier sur site pour aller réparer cette pompe, etc. Donc, le jumeau numérique va être très important. Le jumeau numérique, il fonctionne aussi au niveau de la ville. Donc ici, vous voyez, vous avez une ville complète et vous avez comment dire, des capteurs et des senseurs qui vont détecter la pollution dans différents quartiers de la ville. On pourra le faire sur une date donnée, hein, c'est-à-dire qu'on peut, pour toutes ces données, avoir un historique sur une, deux, 3 ans, etc. Et on pourrait contrôler en temps réel, par exemple, une pollution ou alors une utilisation énergétique sur des quartiers de ville. Mais pour faire tout ça, bien entendu, ça veut dire qu'il va falloir qu'on change la manière de travailler. Pour changer la manière de travailler, il y a de nouvelles approches
comme la conception générative. Donc encore une fois, nous on a fait des prototypes avec nos clients, des professionnels comme vous, autour notamment de la conception générative. Donc la conception générative, ça consiste à définir un certain nombre d'objectifs et aussi à définir quelles sont les contraintes liées finalement à ce bâtiment. Alors des objectifs, ça pourrait être la productivité, le type de vue, l'apport de lumière du jour, le style de travail, etc. Ça peut bien entendu fonctionner aussi sur des terrains. Donc là, vous voyez qu'on a un quartier et sur ce quartier, on va utiliser des algorithmes de conception générative pour diviser la parcelle, définir les paramètres pour le drainage de cette parcelle et on va simuler, comment dire, une pluie sur cette parcelle. On va aussi demander à une optimisation, comment dire, du talutage de cet élément-là et on va s'assurer ensuite, par le biais de simulation, qu'en cas de pluie, de fortes précipitations pluviales, ben, finalement, tout s'évacue correctement. Alors, encore une fois, conception générative, réalité virtuelle et réalité augmentée, c'est extrêmement intéressant. Donc là, on a un projet, je crois que c'est en Norvège, qui consistait c'est Norconsult, hein, donc la société, qui consistait à, comment dire, doubler le tunnel existant et à valider que la signalisation ensuite fonctionne correctement, que les ouvriers puissent aller contrôler sans que ce soit construit où se trouvent les réseaux, etc., de manière à pouvoir faire les interventions précisément. Vous voyez donc sur la gauche l'ouvrier qui vient contrôler le tableau. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi simuler dans le train, sans avoir besoin de conduire un train réel, comment ça va se passer au niveau de la signalisation avec des lunettes de réalité virtuelle, comme vous le voyez à l'écran. Et donc, on va pouvoir se promener à l'intérieur de ce tunnel de manière totalement virtuelle. L'utilisation de la conception générative couplée avec le generative design, elle va être intéressante aussi sur la partie développement durable parce qu'on va pouvoir simuler l'apport de lumière à l'intérieur d'un module qui permettra ensuite de faire un bâtiment modulaire. Et ça va nous proposer des milliers de solutions et on va pouvoir demander ensuite les 4 ou 5 meilleures solutions. On pourrait en haut les curseurs jouer sur la hauteur, la largeur des fenêtres, le nombre de brise-soleil, etc. On pourrait utiliser ça aussi dans le cadre de l'intégration d'un PLU sur justement ces algorithmes de generative design. Donc on va lui indiquer hauteur du bâtiment, épaisseur du bâtiment et on va faire varier les paramètres pour voir les différentes solutions et le gabarit ou les gabarits que potentiellement va nous proposer le generative design. Ce n'est pas là pour remplacer l'architecte. À partir de ces gabarits, bah, l'architecte il va dire je vais choisir les 5 meilleures solutions et moi je vais travailler, je vais continuer à affiner la proposition bien entendu. Generative design, ça peut aussi servir sur des choses aussi beaucoup plus simples que la définition, vous voyez, de la forme d'un bâtiment. Donc, utiliser des modules comment dire, qu'on va plaquer sur notre façade. Donc, excusez-moi, je vais juste revenir ici. Je vais relancer ma présentation. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez ma présentation à l'écran toujours. Donc voilà, donc on va pouvoir faire varier des paramètres et voir sur un type de panneau Murido ce que ça va pouvoir générer. On pourrait regarder les contraintes éventuellement en résistance des matériaux, ce que ça donnerait, et voir ce qui pourrait se passer au niveau de la déformation de la structure. Après, ce qui est intéressant au niveau du generative design, c'est qu'on va pouvoir utiliser, simuler différents types de calpinage, hein, segmentation horizontale, radiale ou par spirale, et voir quelle est la meilleure solution envisageable et quel est le numéro, quelles sont les économies qu'on va pouvoir faire en nombre de panneaux, en quantité de matériaux utilisés, etc. Donc là, vous voyez qu'en fonction des hypothèses qu'on va étudier, ben, on saura ce qu'on va économiser en termes de nœuds, de poids du mur-rideau, etc., de la variation. Et on peut obtenir ce type. Donc là, ici, on est sur le musée du futur à Dubaï.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce au BIM et au generative design, etc., ce qui était difficile à comprendre autrefois, là vous imaginez bien que sur un bâtiment aussi complexe, là on le voit sur des documents 2D, arriver à comprendre les données, etc., c'est pas évident. Et là, c'est là où justement la conception générative va nous aider, parce qu'on va pouvoir simuler l'évacuation de personnes comme vous le voyez à l'écran, voir là où on a des zones qui potentiellement sont dangereuses en termes de sécurité. On voit ici sur le côté droit hein, les gradations de couleurs qui nous permettent d'anticiper si effectivement notre bâtiment va être efficace. On va pouvoir simuler l'arrivée de personnes, éventuellement les problèmes aussi sur le terrain. Exemple plus européen avec Van Wijnen, qui est une entreprise familiale qui fait des lotissements et des maisons individuelles, ou alors des petits édifices, etc., des petites copropriétés. Ils se posaient la question sur la productivité et comment dire, l'efficacité de leur entreprise, et ils ont décidé de passer justement au modulaire, de pousser, et pour cela, nous, on les a aidés. Et ils ont conçu leur maison un peu comme un système de Lego. Et ils ont complètement décomposé tous les éléments de manière à pouvoir les produire en usine. Ils utilisent le hors-site aussi, justement, pour pouvoir réaliser des bâtiments de bien meilleure qualité qui se produisent beaucoup plus rapidement. Donc là, vous voyez que chacun des éléments sont ensuite produits de manière totalement modulaire et emmenés sur le chantier. Pour aller beaucoup plus loin, ils nous ont demandé de les aider, ils nous ont demandé comment est-ce qu'on pourrait proposer des conceptions de quartier qui soient beaucoup plus intelligentes. Alors justement, on leur a suggéré de travailler sur le generative design. On a défini des objectifs, par exemple là sur ce petit quartier, taille du jardin à l'arrière, gain solaire, les vues, la variété d'hypothèses, le programme, le coût aussi et le profit qu'il pourrait faire sur chacun de ces éléments-là, le maximum de gains de lumière potentiel. Et là, vous voyez que les algorithmes de generative design ont permis de simuler différentes hypothèses. Et parmi ces hypothèses, donc, ils ont été capables donc d'extraire les plus intéressantes pour justement leur projet futur. C'est intéressant parce que là, justement, on combine différentes approches, le BIM, la conception modulaire, ce qu'on appelle l'industrialisation de la construction, et puis le generative design. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous, chez Autodesk, on travaille beaucoup sur ces sujets-là et que grâce à nos plateformes du type BIM 360 et l'utilisation de technologies comme Forge, justement, c'est la base en fait extrêmement solide qui permet de développer, de déployer ce type de solution. Donc vous avez bien compris que pour arriver à concevoir justement le monde de demain, qu'il soit urbain ou qu'il soit architectural, etc., il faut absolument revoir la manière dont on produit et la manière dont on est organisé. Ça va vouloir dire revoir nos organisations, revoir les outils qu'on utilise, utiliser des plateformes aussi sur lesquelles on va développer des algorithmes intelligents et fabriquer les bâtiments pour justement limiter l'empreinte carbone, améliorer le bien-être des ouvriers, etc., et produire vraiment des choses de qualité. Et du coup, vous voyez qu'on peut évidemment, grâce à la technologie, elle est vraiment là pour aider et pour soutenir la compétence des professionnels que vous êtes. Elle n'est pas là pour se substituer à vous, elle est là vraiment pour construire un monde meilleur demain avec qui aura plus de qualité, qui sera mieux, qui permettra de produire plus et avec lequel on utilisera moins de ressources de la planète. Et si on peut se permettre cette comparaison, imaginez si le secteur de l'automobile n'avait pas aussi fait sa mutation ou le secteur de l'aviation, s'il n'avait pas fait sa mutation, si Henry Ford n'avait pas imaginé produire les voitures différemment, etc., on n'aurait pas des véhicules aussi sophistiqués et aussi respectueux pour certains, bien sûr, de leur environnement. Donc ça veut dire que pour le bâtiment, il faut absolument imaginer une nouvelle manière de les produire. Ce sera
pour le bénéfice de toutes et de tous. On aura une bien meilleure société, on aura comment dire, des espaces qui seront plus agréables à vivre et on préservera notre planète pour construire de manière beaucoup plus efficace et concevoir déjà de manière beaucoup plus efficace grâce au BIM et à toutes ces nouvelles approches et finalement construire mieux des bâtiments plus performants. Donc, c'est la fin de cette présentation. Merci à toutes et à tous. Donc, restez en ligne. Les questions-réponses, c'est maintenant. Mathieu va ouvrir et permettre à toutes et à tous de poser les questions si vous en avez. Merci Mathieu pour cette présentation. Génial, merci beaucoup. Pour les questions, vous avez deux possibilités. Donc, soit vous réactivez vos micros, soit il y a un petit chat et vous posez vos questions. Emmanuel se fera un plaisir de vous répondre. Suspense. Ah, Boubacar, une question. Bonjour à tous, je vais essayer de me lancer, c'est Boubacar Seck, je suis le responsable pédagogique du master spécialisé BIM et maquette numérique de CESI Nanterre. Alors, je vous remercie pour votre présentation si complète et qui m'intéresse pratiquement sur tous les points. Et j'aimerais vous poser la question suivante, est-ce que vous comptiez accompagner les établissements supérieurs, en fait, dans leur conception pédagogique, notamment sur le jumeau numérique? Alors, merci d'abord pour votre question, Monsieur Sac. Alors, Autodesk est impliqué dans le secteur de l'éducation depuis très longtemps. On considère que c'est très important. Moi, personnellement, par exemple, je fais beaucoup de workshops, etc. Si c'est spécifiquement les jumeaux numériques qui vous intéressent, sachez que on va avoir beaucoup plus. C'est des choses sur lesquelles, bien évidemment, on peut échanger avec vous. Et sachez que nous venons d'annoncer, c'était donc au mois de décembre lors d'Autodesk University, Tandem en fait, qui est une solution qui permet justement de commencer à créer des jumeaux numériques, qui permettra de récupérer les maquettes BIM, etc. Et donc, dans les mois à venir, effectivement, on va pousser sur le sujet des jumeaux numériques. Par ailleurs, on travaille beaucoup avec certains partenaires stratégiques comme Vinci Facilities, Capgemini, Engie qui ont ou Spinalcom et d'autres, PowerBeam, etc., qui ont des solutions développées notamment sur notre plateforme Forge. Il y a des universités qui ont aussi commencé à développer sur la base de Forge. Donc, si c'est des sujets sur lesquels vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et on pourra en parler si vous voulez hors de ce webinaire avec grand plaisir. Merci à vous, merci. Merci. Avec plaisir. Merci. Merci. Alors, Emmanuel, il y a une question de Kadim au niveau du chat. Vous aviez abordé tout à l'heure la question des écoulements d'eau pluviale. Est-il aussi possible de faire ce même type de simulation sur un bâtiment avec une toiture de forme complexe? Et quelle solution logicielle Autodesk permet d'effectuer ce type de simulation? Merci. D'accord. Alors, en fait, sur la partie écoulement d'eau pluviale, là, on est effectivement sur Civil 3D. On pourrait, alors, il n'y a pas de solution, on va dire, prête à utiliser qu'on aurait dans notre gamme de logiciels. Par contre, c'est tout à fait envisageable, soit par le biais comment dire, de scripts Dynamo, etc. Ou alors, on pourrait tout à fait imaginer cela avec, dans Revit, on a le module Generative Design. Donc, il suffit simplement comment dire, de prévoir le script correspondant. Ça, c'est des choses, si ça vous intéresse, il y a plein comment dire, on a pas mal de clients qui font des prototypes qui peuvent être similaires à ce que vous demandez. Donc, c'est plus de l'ordre du prototype sur la base de fonctionnalités, par exemple, de Generative Design de Revit, mais c'est tout à fait envisageable. Et après, excusez-moi, point complémentaire, on pourrait aussi imaginer cela avec une solution comme CFD,
Donc chez Autodesk, on a une solution qui s'appelle le CFD Simulation qui permet de faire ce type de choses. Parce que dans ce que j'ai montré aussi, on voit bien la convergence entre industrie manufacturière et AEC. C'est aussi la force d'Autodesk, c'est qu'on fait converger toutes nos solutions. Et donc, on peut imaginer ça soit par le biais effectivement de Generative Design en Revit, soit par simulation CFD. Directement, donc une solution, il suffirait simplement d'importer la maquette BIM sous un format quelconque, un A6, SAT, etc. Super, merci Emmanuel. Il y a une question en rapport au webinaire. Est-il possible de revoir la présentation? Alors oui, le webinaire est enregistré. Si vous voulez le revoir, vous pouvez vous pourrez le revoir sur notre site eurostudio.fr ou sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour avoir et revoir le fabuleux webinaire d'Emmanuel. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois une question. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, je vois Autodesk a-t-elle développé des applications pour utiliser la réalité augmentée. Alors, la solution qui permet de faire de la réalité augmentée chez Autodesk, c'est Forge. Autodesk Forge, en fait, Autodesk Forge, c'est une plateforme de développement web qui permet de récupérer plus de 50 formats de fichiers du marché différents, dont le format IFC, le format Revit en natif, bien entendu. Et on peut développer à la fois des solutions de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Alors sinon, il y a une autre question sur le bâtiment en fond d'écran. Quel logiciel réalise la simulation de façade? Je suppose que c'est le musée du futur dont dont les gens parlent. Donc pour tout ce qui est façade, on va utiliser soit des solutions du type Advanced Style, soit des solutions même comme Inventor, parce qu'on est plus sur un bâtiment qui est fabriqué, donc qui se rapproche plus de la mécanique. Donc là, on va utiliser des solutions du type, justement, du type Inventor. Mais on a l'Inventor, de l'Advanced Style et du Revit aussi, hein, bien entendu, sur ce type de bâtiment. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou N'hésitez pas à les poser dans le chat ou à prendre la parole, hein, si vous voulez. Désactivez votre micro et puis prenez la parole. N'hésitez pas. Merci Claire. Mathieu, je vous laisse ordinateur quantique pour réaliser tout cela. Je pense pas que ce soit un ordinateur quantique, mais bon, il faut de la puissance de calcul, d'où l'importance du BIM connecté et de la puissance de calcul déportée qu'on va pouvoir utiliser sur des serveurs de calcul distants. C'est pour ça qu'Autodesk investit beaucoup de ce point de vue-là. Donc, parce que évidemment, avec votre ordinateur de bureau, il y a des choses que vous ne pourriez pas faire. Donc, l'importance du BIM connecté a tout son sens ici. Merci Robert. Y a-t-il des formations dédiées à ces technologies à Paris? Oui, par exemple, chez notre partenaire Eurostudio, vous pouvez avoir des formations sur une bonne partie des concepts qu'on a pu voir, hein, bien entendu. Merci aussi à toutes les personnes, hein, qui me remercient. Je vous remercie tous, hein. Alors, je vois, vous pouvez me transmettre. OK. Voilà, je pense.
que je pense qu'il y a peut-être plus d'autres questions, non? Bon, Ouais, s'il n'y a plus d'autres questions. s'il n'y a plus de questions, bah, on va vous remercier pour votre présence et merci beaucoup Emmanuel pour ce webinaire. Je vous en prie, merci à vous, merci à Eurostudio.